Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui est dédiée à la robotisation du champ de bataille. On est aujourd'hui à Eurosatory, il y a plein de champions du monde autour de nous et il y a des systèmes qu'on ne voit pas souvent en France. Par exemple, venu de Hongrie, on a HT Division. Alors en réalité, ils ne proposent pas un robot, ils proposent des plateformes qui sont super modulaires dans lesquelles vous allez pouvoir mettre plus ou moins ce que vous voulez. Déjà, ils en ont deux, la version avec des chenilles, la version avec des roues. En termes d'énergie, vous pouvez choisir du diesel, de la gasoline, de full électrique ou même de l'hybride. Il fait 1,5 tonne et il a une capacité d'emport de 1,5 tonne également, donc c'est gigantesque. Et quand on fait le plein, on peut aller à 1000 km de distance. Ce qui est intéressant, c'est que sur ce type de système, il y a une intelligence qui va permettre par exemple de suivre des soldats. On va mettre des caméras, on va mettre dessus 1 tonne de sacs à dos, de matériel, de missiles qui évitent comme ça aux porteurs de les avoir sur le dos. Et ils vont pouvoir suivre un porteur. On a également la possibilité de mettre des armes, de mettre des systèmes de défense antiaérienne, de mettre des systèmes de détection contre les drones, des brouilleurs contre les drones, des drones eux-mêmes. Celui-là, il est joli, je ne suis pas sûr qu'il soit opérationnel, mais en tout cas esthétiquement, il est vraiment sympa. Et c'est ça la folie avec la robotisation du champ de bataille. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que ce n'est pas encore défini comment on va s'en servir. C'est-à-dire que technologiquement, on a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas assez mature chez les militaires pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils ont et de quoi ils ont besoin. Et c'est ça le challenge aujourd'hui. Partout quand on en parle, c'est vraiment ça leur difficulté. Donc je vous propose un petit tour du best-of de ce qui se fait sur les différents stands. Comme ça, on a une vision de ce qui va se passer dans moins de 5 à 10 ans. On passe chez Ghost Robotics avec le V60. Il est là, regardez comme il est beau. C'est ce petit robot qui se déplace. Alors, il a plein de particularités. Vous pouvez reconnaître déjà sur le dessus, il y a énormément de capteurs différents. Ça ici, c'est un capteur de son qui permet d'identifier l'origine d'un tir. Dessus, là, c'est le capteur. Et il se rapproche de moi, c'est super sexy. C'est à 360 degrés, c'est un lidar qui permet d'avoir une cartographie de ce qu'on a autour de soi. Il y a une caméra classique qu'on reconnaît ici, c'est pour le piloter à distance. Et là, vous avez les systèmes il permet en fait de faire de la retranscription, ce qu'on appelle le mesh. C'est-à-dire que quand vous êtes notamment en milieu urbain, il va pouvoir servir de relais, de communication pour pouvoir aller de plus en plus loin et ne pas perdre. Et donc, vous en posez plusieurs derrière vous et ça permet d'avancer. En termes de capacité, il a 10 kg de charge utile. Donc 10 kg, soit il va servir de mule, c'est-à-dire qu'on va mettre du poids dessus pour apporter de la nourriture, des munitions, des équipements médicaux. Et il a également, vous voyez aussi qu'il est relativement silencieux, et on a également la possibilité d'avoir tous ces capteurs. En autonomie, il est capable d'avancer à la vitesse maximale pendant plus de 3h30. Putain, il a les phares et tout, je suis épaté, je découvre les choses en même temps que vous. 3h30 d'autonomie, ou alors 22 heures s'il reste sur place, comme il est en train de le faire en ce moment. Il est utilisé par plein d'armées, l'US Army, l'Australie, la Grande-Bretagne. Les Israéliens également s'en sont servis avec une grande efficacité. Plus de 500 qui sont déjà livrés aujourd'hui. Et évidemment, il résiste à tout, il résiste à l'eau, à l'humidité. Moi, j'adore. L'autre option, c'est d'en faire un système qui soit avec des effecteurs, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter un bras sur le dessus, et donc ce bras robotisé est capable par exemple d'ouvrir des portes. Il y a aussi la possibilité de faire du déminage. Je ne vous explique pas l'avantage d'avoir un robot qui marche, parce qu'évidemment là on peut se déplacer en milieu urbain avec des obstacles qui vont faire quelques dizaines de centimètres de haut, et il peut suivre comme ça facilement, et ça évite d'avoir besoin d'avoir de véhicules qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus encombrants et qui passent beaucoup moins bas, parce que lui il sait monter également des escaliers. Facile. Yeah, it's very intuitive. Okay. Wait, stand. Yeah, it takes a second just to change between the modes. And you can change the cameras too. If you tap in one camera, you will see other camera. On the top of it. Yeah, Okay, there is two in the front, one in each side and one on the rear. Well, but play around a little bit. Wow, franchement, it's really amazing. Je m'attendais réellement pas à ce que ça se fasse à utiliser, c'est très intuitif. Regardez les amis, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Ça c'est pour avancer, ça c'est pour reculer, ça c'est pour le slide à gauche, le slide à droite. Je sais m'en servir au bout de 10 secondes, c'est incroyable. Et on a un mode, je lui dis de rester sur place, il reste sur place, et je joue avec les inclinaisons pour les caméras.
Voilà. Je décide de repartir pour marcher. Walk. Alors, ce qui est bien avec Thales, c'est qu'ils font directement un best-of de tout ce qui se fait de mieux. Et derrière nous, on a 3 véhicules super intéressants. Et on va retrouver le général Barège. Bonjour mon général. Ouais, bonjour. L'ancien major général de l'armée de terre quand même. C'est ça. Excusez-moi du peu. Derrière vous, il y a 3 véhicules, c'est ça? Oui, 3 robots. 3 robots. Alors, déjà, pourquoi est-ce qu'on a besoin de différents types de robots? C'est comme l'armée de terre, il y a besoin de blindés, de chenillés, à roues, etc. C'est ça? Suivant le terrain, suivant l'éloignement, suivant la mission, il y a des robots qui sont différents, c'est un peu comme les drones. Donc vous avez des robots par exemple comme celui-ci qui est thermique, donc avec un moteur classique à roues. Vous avez celui-ci qui est plutôt un robot à chenilles souples, donc il sera peut-être plus mobile tactiquement. Et puis en même temps il est hybride, donc électrique, donc ça veut dire qu'il peut avancer en silence vers les premières lignes ennemies. Et puis vous en avez un autre qui est électrique là-bas, qui est le Varan, qui lui est complètement électrique. 100% Voilà. électrique, 100% furtif du coup. Exactement. Alors, après, on voit qu'ils n'ont pas forcément les mêmes missions. Enfin, je dis ça par rapport au capteur et le fait que lui, il a quand même une sorte de petite arme sur le toit. Il y a plusieurs missions. Il y a une mission, par exemple, le premier, il aura plutôt une mission de détection d'un ennemi chimique, radiologique. Donc il partira en avant des lignes pour pouvoir savoir si c'est radioactif, savoir s'il y a du chimique. Donc il vaut mieux ne pas avoir d'homme et le télépiloter pour qu'il aille à plusieurs centaines de mètres ou kilomètres à l'avant. Ensuite, celui-ci, c'est le même principe. Il va partir en avant, il va reconnaître un itinéraire en manuel ou même automatique. Et puis il va pouvoir avoir une mission de guerre, une mission de destruction avec un petit robot, avec des drones. Et on peut mettre sur ces différents robots des drones également qui vont voir de haut pour voir le terrain et pour trouver l'ennemi aussi de plus haut. Donc là, c'est ce qu'on voit là-bas, c'est-à-dire qu'en fait, on lance le drone directement en avant sur le terrain, ce qui nous fait gagner quelques kilomètres d'autonomie aussi. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, le robot lui-même, il y a une vraie jonction entre le robot et le drone, et ils vont travailler tous les deux pour pouvoir avoir des yeux au-delà de la vue du rec, comme on dit, et puis regarder ce qui se passe, et en même temps renseigner le drone ou renseigner l'opérateur qui est derrière et choisir sa mission. Est-ce qu'à terme, on peut imaginer que ces drones puissent se recharger également proche de cette première ligne afin d'améliorer leur performance sur place? Oui, l'objectif, c'est d'être le plus autonome possible, donc avec des plateformes sur lesquelles se posent les robots et qui, à terme, pourront effectivement se recharger, parce qu'un robot, il peut rouler plusieurs heures, mais un drone, au bout d'une demi-heure, il est déchargé. Donc après, il faut le recharger, forcément. Et là, vous parlez également de les envoyer en première ligne. Est-ce que ça veut dire qu'on est avec des systèmes où il faut un pilote en permanence pour les amener, ou alors ils ont un certain degré d'autonomie? Ils ont un certain degré d'autonomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent être soit télépilotés, mais c'est quand même contraignant. C'est un peu comme un drone, quand vous avez un drone, un homme, c'est quand même contraignant. Donc l'objectif, c'est d'avoir plusieurs drones avec un homme, voire plusieurs robots avec un homme, et un niveau d'autonomie à partir d'un itinéraire avec des points qui ont été cotés. C'est-à-dire qu'on impose des points de passage et libre au drone de se débrouiller pour arriver jusque là-bas avec ses capteurs qui est là sur le toit. Exactement, à partir d'un itinéraire qu'on connaît ou d'une carte qu'on connaît qui a été intériorisée par le drone. Donc lui, RBC, donc on reconnaît le spectromètre de masse, là certainement un laser de détection chimique également. Là c'est les caméras classiques infrarouges, certainement également pour prendre des petits... on analyse l'air autour de nous. Là, d'ailleurs on va lever la tête, ça c'est un radar, avec des caméras également. Le canon embarqué. Et tout ça, ça peut travailler également par exemple pour le déminage. Enfin parce que je me souviens d'avoir vu une version également, c'était à Mourmelon. Oui, en fait, Thales, on intègre. Donc on met des réseaux sécurisés, on met des systèmes donc des charges, que ce soit des charges militaires ou des charges, par exemple une grue. Et on peut avoir le même robot qui part à l'avant à plusieurs centaines de mètres et qui va retirer des obstacles sur la route et qui en fait va pouvoir déminer, ou en tout cas retirer les obstacles. Et donc ça, il vaut mieux que ce soit un robot qui le fasse plutôt que des hommes qui partent en première ligne sous le feu de l'ennemi. J'arrive parce que je vais juste montrer le bras robotisé qui est à l'arrière de celui-là. Voilà. Oui, les bras robotisés. Ils bougent en plus. Ils sont forts dans les démos chez Thales, ils sont super forts. Excellent. Et donc le troisième qui était de l'autre côté. Le troisième est plus petit, c'est un Varan. Voilà, donc là on a une plateforme là aussi qui est autonome, qui est électrique et sur lequel on peut mettre des charges comme par exemple des roquettes qui peuvent être posées dessus et à ce moment-là qui vont tirer des roquettes à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres contre un ennemi. Et en termes de brouillage, parce que je sais qu'un des retours d'expérience qu'on a en Ukraine, c'est aussi le fait qu'au sol, alors les drones volants, c'est facile parce qu'on est à quelques centaines, dizaines de mètres d'altitude, ce qui fait que ça capte mieux. Mais quand on est au sol, il faut des relais de communication, ou alors il y a vraiment des formes d'ondes qui arrivent à contourner ça?
C'est tout le sujet actuellement, par exemple, c'est le retour d'expérience de l'Ukraine, c'est qu'en fait, c'est extrêmement brouillé. Et donc, c'est un combat permanent entre les drones, les robots et les brouillages d'en face. Donc, en fait, la plus-value qu'on apporte, c'est qu'on a des plateformes, on a des charges utiles et on a des réseaux sécurisés pour pouvoir passer et en fait ne pas être brouillé et passer à travers le brouillage. Donc, c'est ça aussi la plus-value Thales. Excellent. Allez, bientôt des drones électriques. Allez, merci mon général. Merci. On continue notre tour. Quand on parle d'autonomisation du champ de bataille, il n'y a pas que le matériel terrestre, il y a aussi des navires. Derrière moi, il y a ce projet qui nous vient par les Suisses qui travaillent avec la Lituanie. Regardez ce beau système. On est sur un vrai bateau qui peut aller jusqu'à 2000 nautiques, donc c'est-à-dire quasiment 3500 km. Il va être capable de naviguer comme ça pendant des jours et des jours avec des missions en autonomie parfaite. Par exemple, on peut lui demander d'aller déposer des mines à certains endroits. Évidemment, à bord, il y a des systèmes de GPS, de GNSS. Il est GNSS denied. Il a également des centrales à inertie, ce qui permet de travailler même s'il est dans un environnement brouillé. Il peut, comme on le voit ici, bon là ça représente une torpille. Il y a une antenne déportée sur ce drone. Le drone va être toujours connecté avec le sol. Il va monter comme ça à 70 mètres d'altitude. Il va être capable d'avoir une observation évidemment en plus haute altitude, mais également d'avoir une communication directe si c'était nécessaire, sachant évidemment que la communication n'est pas en permanence. Vous avez ici l'antenne pour aller parler avec le satellite. Ça ressemble toujours au Starlink, au OneWeb. Vous avez des caméras qui sont sur le toit. Et comme ça permet d'avoir une extension du champ de bataille beaucoup plus loin, beaucoup plus simple. On peut éventuellement faire des missions plus à risque qu'avec des bateaux classiques. On revient sur les questions de robotisation. Vous avez une console de communication, donc encore une fois, on est capable de le laisser travailler tout seul, mais vous avez une possibilité de le naviguer, de le travailler en temps réel avec toutes les missions qui sont réalisables en appuyant sur le bouton. Notamment, si vous lancez des torpilles, et bien quand vous appuyez sur le bouton pour la torpille, ce n'est pas le robot qui décide de le faire, ça reste l'humain, même s'il est bien au chaud à 1500 km de là. On arrive maintenant sur le stand de BAE Systems et derrière nous, on voit le Malloy. Alors bon, avant c'était Malloy, maintenant c'est BAE Systems et Malloy. C'est un drone de très très grande taille. Vous l'avez certainement vu d'abord en Ukraine, si vous regardez les vidéos. D'abord il y avait le Malloy T150 qui a été déployé d'abord dans la marine britannique. Il est capable y compris de larguer des torpilles. Ensuite vous avez le Malloy T400 qu'on a vu également en Ukraine qui est capable de transporter et de faire de l'évacuation sanitaire, notamment avec des civières. Et ça, c'est la version T650. Lui, il a une capacité d'emport de 300 kg. Donc là, on est vraiment sur la capacité logistique très très importante. On va déposer des charges utiles. 300 kg, enfin, ça commence réellement à être du sérieux. On est maintenant sur le stand de Sofram. Vous connaissez le français qui fait, par exemple, le fardier historique. Regardez, derrière moi, un véhicule complètement autonome. Encore une fois, super modulaire. Encore une fois, 3,5 tonnes, 1 tonne de charge utile. Et là, il est dans sa version déminage. Logistique, génie. Avec un joli bras robotisé qui peut aller taper dans les mines, avec des caméras haute définition. Donc là évidemment c'est un partenaire de Sofram qui propose ça, mais en réalité on peut mettre quasiment tout ce qu'on veut et c'est ça qui est vraiment génial dans la robotisation. Derrière moi, celui-là par contre c'est propulsion 100% électrique et là il y a la possibilité d'avoir une module, c'est-à-dire soit on a un chauffeur, un pilote, soit on le met en 100% autonome et là on est sur des systèmes qui sont pilotés. C'est-à-dire qu'encore il n'y a pas encore ils sont en train de développer, ils ont travaillé avec ça sur l'autonomie totale, portée à peu près 600 mètres, notamment en combat urbain et ça c'est une difficulté, donc il faut travailler avec des réseaux mesh, c'est-à-dire que vous avez des drones qui vont voler, qui vont permettre de faire relais de communication. C'est ça aujourd'hui, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, la difficulté sur le champ de bataille, quand on parle de robotisation terrestre, c'est vraiment la connectivité qui est la vraie difficulté. On a vu le Sogeclair chez Thales, et bien il est ici également en deux versions différentes. La version Génie, avec une jolie caméra à l'avant, avec un joli trépied à l'avant, et la version blindée, agressive, avec un gros canon dessus. Et c'est ça la vraie constante ici, c'est qu'on a des systèmes qui sont ultra modulaires. Regardez ici, d'ailleurs il s'appelle Modular Vehicle Payload Programme. On met ce qu'on veut. Le Themis de KNDS, je vous l'avais présenté il y a 2 ans celui-là. Et oui, maintenant, il y a différents blocs qui permettent directement de changer. On garde la base et on met le bloc en fonction de la mission qu'on a envie d'avoir. Des caméras, des radars, des systèmes de suivi 3D et des systèmes de brouillage de drone. Puis là, la version grosse, on se rapproche presque de la vitesse, de la taille d'un char, mais on est également sur un système qui est complètement téléopéré à distance, ce qui permet de les engager plus proche du front,
Il s'appelle le Scorpion 2. Et le Scorpion 2, lui, c'est de la destruction d'objectifs, lancer des drones, lancer des missiles. Et devant nous, toujours chez KNDS, on a ces systèmes qui permettent d'être totalement autonomes, notamment en charge utile. Donc là, vous pouvez mettre même des civières, embarquer des équipements. Et vous avez ici une autre version du Type-X de Milren Robotics qui était également sur le stand de KNDS. Et lui, il fait exploser les mines. Toujours totalement robotisé, mais là, il y a un système qui appuie très fort à l'avant. Comme ça, on peut ouvrir des voies. Donc vous voyez, la robotisation du champ de bataille, c'est une réalité. C'est possible par le développement de l'intelligence artificielle. Ça fait des décennies et des décennies qu'on y travaille. L'objectif, c'est d'éviter de coûter des vies. Ça va permettre de faire des missions plus dangereuses sans avoir besoin d'engager du matériel coûteux. Donc ça a commencé par l'aviation parce que finalement, c'est plus simple d'avoir quelque chose qui est au-dessus. Il n'y a pas d'obstacle, mais c'est en train de se développer dans tous les domaines. Puis je pense que si vous suivez la chaîne, vous voyez à quel point on est déjà engagé dans les drones. Allez, j'ai pas fait l'outro de la vidéo au salon, mais voilà, dans Paris, c'est pas mal aussi. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour jouer à Conflict of Nations, le jeu PVP temps réel gratuit qui se déroule pendant un conflit mondial au 21e siècle et dans lequel vous pourrez choisir votre stratégie. Engagez-vous dans des batailles épiques et partez à la conquête du monde. En plus, vous aurez un cadeau exclusif de 13 000 pièces d'or et un mois d'abonnement gratuit en suivant le lien en commentaire de la vidéo. Et ne perdez pas de temps car ce n'est valable que pendant 30 jours.